Bonjour et bienvenue, mon nom est Fabienne Michels, je suis Financial Sales Expert chez KeyTrade Bank au sein du service KeyPrivate qui est la gestion de portefeuille discrétionnaire de KeyTrade Bank. Je vous présente M. Geert Van Erck. M. Van Erck est Chief Stratégiste chez KeyTrade Bank et également le président du comité de la gestion des portefeuilles KeyPrivate. Traditionnellement, chaque début d'année, les analystes financiers, les gestionnaires de fonds publient leurs prévisions pour l'année à venir. Ces prévisions sont-elles fiables? Faut-il en tenir compte dans la gestion de son portefeuille? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette présentation. Et nous allons également vous expliquer comment le comité d'investissement de KeyTrade Bank fait ses choix d'investissement dans la gestion des portefeuilles. Alors cette présentation se déroulera en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons remonter à début 2024 et nous allons reprendre les prévisions qui étaient annoncées par certains analystes en début d'année, puis nous allons vérifier si elles se sont avérées exactes. Nous allons ensuite nous attarder sur les prévisions, ou en tout cas ce qui se dessine pour l'année 2025, et ensuite vous présenter notre solution de gestion de portefeuille KeyPrivate. Alors revenons à début 2024 et voyons ce que certains analystes prévoyaient en début d'année. Alors Geert, quelles étaient les principales prévisions au début 2024 et se sont-elles réalisées finalement? Au début de chaque année, les analystes, les économistes font leurs prévisions. Et comme d'habitude, il y a des optimistes, il y a des pessimistes. Mais au début de 2024, le sentiment était quand même assez défensif parmi tous les analystes, tous les économistes. Sur votre écran, vous voyez un commentaire de Harry Dent, qui est peut-être moins connu en Europe, mais qui est très présent dans les médias aux États-Unis. Et il prévoyait une chute de 20-30% pour les actions américaines. Donc voilà une prévision très négative. J'ai aussi ajouté un commentaire d'un gestionnaire européen et ce gestionnaire aussi était plutôt défensif dans les allocations et ses attentes pour l'année 2024. Ce gestionnaire a surpondéré les obligations dans le portefeuille au lieu de surpondérer les actions. Et on connaît le résultat de 2024. C'était quand même une très bonne année pour les investissements en actions. Je suis désolé pour M. Dent, mais le marché américain a gagné plus de 25%. Le S&P 500, l'indice de référence pour les investissements en actions américaines, a réalisé une performance de 25%. Donc voilà, au début de 2024, le sentiment était quand même relativement défensif. À ce moment-là, il y avait aussi une certaine crainte parmi les économistes pour une récession globale. Donc voilà l'explication pour cette approche défensive. Et voilà un graphique qui, selon moi, est plus important pour vous comme investisseur en actions. Voilà les résultats d'un sondage, une enquête parmi les analystes américains. Au début de chaque année, on demande aux analystes leurs attentes, leurs prévisions pour le S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements en actions américaines. Donc en moyenne, les analystes pensent que le 31 décembre 2024, le S&P 500 va arriver au niveau de 4861 points. Ça représente une performance positive depuis le 1er janvier de 12%. Alors, le résultat final est à 5882 points. Ça représente quand même le double de la moyenne. Donc voilà déjà une première difficulté pour l'investisseur individuel. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fondamental, c'est que comme investisseur, à qui est-ce que vous allez faire confiance? Parce qu'il y a par exemple des banques comme JP Morgan, Citibank, qui ne sont pas si optimistes. Il y a une banque comme Deutsche Bank qui est plutôt positive. Donc, comme investisseur, à qui est-ce que vous faites confiance? Est-ce que tu vas suivre une approche défensive ou une approche offensive? Donc voilà la raison principale pour laquelle faire des prévisions est quand même très difficile, Fabienne. Tout à fait, comme tu l'as dit, effectivement, des prévisions prudentes début 2024, avec finalement des performances plutôt bonnes sur les marchés. Alors, pour 2025, quelles sont les principales tendances qui se dessinent?
au début de 2025, après une année formidable de 2024. Aujourd'hui, la grande majorité des analystes est très optimiste pour le marché des actions américaines. L'année 2025, on s'attend à une performance de presque 20%. Et là, pour moi, pour le comité d'investissement, c'est déjà quand même un point d'attention parce qu'aujourd'hui, on sent que la grande majorité des analystes est très optimiste et on sait quand on fait une étude du passé que quand le sentiment est très optimiste, il faut faire toujours un peu d'attention. Donc voilà, aujourd'hui le sentiment est très positif. Je dirais c'est un feu orange pour nous comme gestionnaire de portefeuille. Donc voilà, on va être, je pense, très alerte pour les investissements en actions américaines pendant cette année, Fabienne. D'accord. Alors revenons justement sur 2024 et analysons un peu les tendances générales. Quel a été le marché qui s'est vraiment distingué en termes de performance boursière durant cette année 2024? En 2024, c'était de nouveau l'année des actions américaines. Les actions américaines ont très bien performé pendant l'année 2024, mieux que les actions non américaines. Mais c'est simplement la continuité d'une tendance qui est déjà en place depuis 2009-2010, donc après la crise financière. À partir de ce moment, je pense que le graphique est très clair, le message est très clair. Les actions américaines ont nettement surperformé les actions non américaines. Il y a évidemment une explication fondamentale pour cette belle performance des actions américaines, c'est la profitabilité des actions américaines. Aussi, l'économie américaine est plus dynamique que par exemple l'économie européenne et on sait aussi qu'aux États-Unis, le secteur de la technologie est très performant. Cela explique pourquoi les investisseurs aiment surtout investir en actions américaines. Donc voilà, 2024, l'année des actions américaines, Fabienne. Tout à fait. Donc, nous venons de voir cette forte augmentation du marché américain en 2024 et déjà depuis quelques années maintenant. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est encore intéressant, est-ce que c'est encore judicieux d'investir aujourd'hui sur le marché américain? Comment considère-t-on finalement les valorisations des valeurs américaines aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, le marché américain est considéré comme un marché cher. Quand on observe les valorisations, par exemple, on sait que le marché américain, d'un point de vue historique, est extrêmement cher. Et quand les valorisations, comme par exemple le cours-bénéfice, quand les valorisations sont chères, ça veut dire que le rendement attendu sur 5, sur 10 ans est plutôt faible. Tandis que quand les actions sont bon marché, là, le rendement attendu est très intéressant. Et sur le graphique, ici, on compare la valorisation des actions américaines aux actions non américaines, comme par exemple les actions chinoises et les actions européennes. Et depuis maintenant quelques années, on voit une tendance baissière, ça veut dire que les actions non américaines deviennent de plus en plus bon marché par rapport aux actions américaines. Et cela représente, selon nous, une opportunité pour un investisseur à long terme. Donc sur le court terme, oui, on peut s'attendre à quand même de belles performances des actions américaines, mais vraiment sur un horizon de 3, 5 et 10 ans, nous sommes convaincus que les rendements attendus sont plutôt faibles et ça mérite maintenant d'investir, de saisir les opportunités dans les actions non américaines, Fabienne. Tout à fait. Donc si on schématise, on résume un peu le sentiment du marché aujourd'hui, on voit vraiment cet optimisme pour le marché américain, plutôt un certain pessimisme pour les marchés européens et les marchés émergents. Alors Pierre, peux-tu nous expliquer justement ce sentiment général du marché aujourd'hui? Oui, et le sentiment, c'est peut-être une deuxième raison pour laquelle nous sommes plutôt optimistes pour les actions non américaines pour les années qui arrivent. Le sentiment est très important. Aujourd'hui, on remarque que la grande majorité des investisseurs est très optimiste pour les investissements en actions américaines. Surtout après l'élection de Donald Trump, on a eu pas mal d'investisseurs qui disent « Voilà, moi je préfère investir uniquement en actions américaines. Je ne suis pas convaincu que les actions non américaines me rapportent assez dans le futur. » Et ce sentiment très optimiste
Ça représente aussi, je pense, un danger pour le marché américain parce qu'on sait, quand on fait une étude du passé, quand le sentiment est très, très élevé, une correction ou même un retournement de la tendance est proche. Tandis que quand le sentiment est très, très négatif, ce qu'on remarque aujourd'hui par rapport aux investissements en actions européennes ou en actions chinoises, le sentiment est très, très négatif. Et de nouveau, quand on fait une étude du passé, on remarque que quand le sentiment est très, très négatif, ça présente quand même des opportunités pour un investisseur à long terme. Donc voilà, après les fondamentaux, on a aussi les sentiments comme indicateur pourquoi les investissements en actions non américains sont aujourd'hui très intéressants. Le graphique suivant le montre, après une surperformance de 10-15 ans pour les investissements en actions américaines. La tendance est claire, donc beaucoup des investisseurs pensent que cette tendance va continuer dans le futur, mais on est bien d'accord qu'il existe des cycles et maintenant je pense que nous arrivons à la fin de ce cycle de la surperformance des actions américaines. Et nous nous attendons, sans faire des prévisions évidemment, mais nous nous attendons sur un horizon de 3-5 ans quand même un retournement de cette tendance et on pense que les actions non américaines vont bien performer dans les années qui arrivent. Tout à fait. Alors, ce sentiment général du marché aura souvent tendance à guider les choix de l'investisseur et pourtant, idéalement, l'investisseur devrait prendre ses décisions de façon rationnelle. Mais comment savoir quand acheter, quand vendre? Alors, Kier, peux-tu nous expliquer concrètement comment le comité d'investissement dans la gestion des portefeuilles KeyPrivate prend et fait ses décisions d'investissement? Oui, une question qui revient assez beaucoup, c'est le moment d'investir. Surtout après de belles performances en 2023, 2024, pas mal des investisseurs sont un peu inquiets sur le niveau où les bourses se trouvent actuellement et les investisseurs ont un peu peur. Donc, comment est-ce qu'on gère les portefeuilles d'une façon défensive ou offensive? Dans le comité d'investissement, chaque mois, on regarde ce graphique. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? On voit en noir l'évolution de l'indice MSCI All Countries World Index. Cet indice représente les investissements en actions globales. Et on a ajouté un indicateur en rouge. Cet indicateur représente la moyenne mobile sur 12 mois. C'est simplement le prix moyen de l'indice sur 12 mois. Quand l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, c'est la définition d'une tendance haussière. Et évidemment, à ce moment, on veut être investi au maximum en actions. Tandis que si l'indice se trouve en dessous de la moyenne mobile, c'est la définition d'une tendance baissière. Évidemment, à ce moment, on veut réduire l'exposition aux actions. Alors, nous sommes janvier 2025. Aujourd'hui, l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, donc nous nous trouvons dans une tendance haussière. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il faut quand même investir en actions. Et une deuxième condition qui est favorable pour les investisseurs, c'est aussi que la moyenne mobile se trouve en hausse. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a aucun signal de réduire l'exposition aux actions. Et donc pour répondre à la question, oui, aujourd'hui, il faut être investi en actions. Et une deuxième raison pour ne pas être trop défensif à l'heure actuelle, c'est le message du graphique suivant. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? C'est un graphique relatif où on compare un secteur défensif, le secteur des actions qui sont actives dans le secteur des boissons, de la nourriture. C'est considéré un secteur défensif parce que même quand nous sommes en récession, les consommateurs continuent à acheter des boissons et de la nourriture. Donc voilà, ici on compare un secteur défensif par rapport à l'indice de référence, le S&P 500. Et nous nous trouvons dans une tendance baissière. Donc ça veut dire que le secteur défensif sous-performe le marché général. Donc le message est clair, à l'heure actuelle, les investisseurs américains ne préfèrent pas d'investir dans un secteur défensif. Ils préfèrent plutôt investir dans des actions plus cycliques, des actions avec un peu plus de risques. Donc de nouveau, aujourd'hui, on n'a aucun signal pour être défensif dans les allocations de nos portefeuilles, Fabienne. Tout à fait. Sur base des indicateurs
positif pour les actions. Maintenant, qu'en est-il pour le marché des obligations et pour celui des matières premières? Pour le marché obligataire, il y a un grand signal, c'est que la tendance baissière des taux est finie. La période des années 80 jusqu'à 2020, la tendance était baissière pour les taux. Maintenant, nous nous trouvons dans une tendance haussière pour les taux. Ça veut dire qu'on peut réinvestir plus rapidement dans des obligations avec un coupon élevé. Et on préfère, par exemple, aussi d'investir dans les obligations à haut rendement parce que là, la corrélation est élevée avec le marché des actions. Pour le marché des matières premières, là aussi, je pense que c'est un marché qui sera très, très intéressant en 2025. On a vu qu'en 2024, le prix de l'or a très, très bien performé. D'autres matières premières n'ont pas si bien performé en 2024. On sent quand même que le prix d'autres matières premières plutôt cycliques, comme le cuivre, le zinc, l'aluminium, peuvent rattraper le prix de l'or pendant 2025. Donc, pour la partie action, on a dit, voilà, on regarde de très proche tout ce qui se passe aux États-Unis. Et un deuxième point très important pour 2025, c'est le suivi des marchés matières premières, parce que je pense là se trouvent aussi des opportunités pour les investisseurs en 2025, surtout dans les matières premières plutôt cycliques. Fabienne. Tout à fait. Donc voilà, pour l'instant, nous observons une tendance positive sur les différentes classes d'actifs. Nous avons vu également comment prendre de façon rationnelle les décisions pour la gestion de son portefeuille. Mais malgré tout, il y a les émotions de l'investisseur qui peuvent parfois prendre le dessus. Alors Geert, peux-tu nous expliquer comment les émotions peuvent venir interférer dans les choix de l'investisseur? Quel est l'impact, au risque même parfois de faire prendre peut-être des mauvaises décisions dans certaines situations? Oui, le sentiment est devenu aussi quelque chose qu'on doit regarder de très proche. On sait aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, que beaucoup d'investisseurs regardent tout ce qui se passe sur les marchés du matin jusqu'au soir. Et quand quelque chose se passe pendant la journée, les investisseurs pensent qu'ils doivent faire quelque chose dans leur portefeuille, acheter ou vendre. Donc, analyser le sentiment parmi les investisseurs est devenu aussi très, très important dans notre comité d'investissement. Et j'explique pourquoi. Surtout après de belles années pour les investissements en actions, on remarque assez souvent que les investisseurs, à un moment donné, deviennent très, très optimistes. Surtout quand les bourses ont été bien performées pendant 3-5 ans. Aujourd'hui, par exemple, on l'a déjà dit, on est très, très optimiste pour le marché américain. On sait aussi que la grande majorité des investisseurs est devenue très, très optimiste. On sait par une étude du passé qu'un retournement est toujours très, très proche, ou une correction est très, très proche. Aussi, après quand même une chute ou une correction sur le marché, les actions ont perdu 20-30% à un moment donné. On sait aussi que la grande majorité des investisseurs est devenue très pessimiste. De nouveau, à ce moment, les opportunités arrivent. Donc, faire une analyse du sentiment parmi les investisseurs est devenu très important. C'est aussi la raison principale pour laquelle nous regardons aussi dans notre comité d'investissement certains indicateurs sur le sentiment, parce qu'aussi le niveau du sentiment peut nous donner des signaux pour, par exemple, réduire l'exposition aux actions ou justement investir quand la grande majorité des investisseurs est devenue très pessimiste, Fabienne. Tout à fait. Donc les émotions peuvent influencer le comportement de l'investisseur, mais il y a également un autre élément qui peut influencer, c'est le contexte économique, le contexte géopolitique. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a connu la guerre en Ukraine, la pandémie du Covid, et dans ce genre de contexte, l'investisseur peut parfois prendre peur, se dire ce n'est pas le moment d'investir, ou au contraire je dois me désinvestir du marché. Alors que pourtant, Geert, même dans ce genre de période, les marchés boursiers ne sont pour autant pas toujours mauvais en termes de performance. Oui, en effet. Et c'est de nouveau une illustration du cycle émotionnel parmi les investisseurs.
Parce que ces dernières années, oui, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui se disent mais à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment le moment d'investir en actions. Regardez tout ce qui se passe dans le monde de la politique, avec la guerre en Ukraine, les difficultés au Moyen-Orient. Donc, beaucoup d'investisseurs ont un peu peur, mais de nouveau, comme Fabien a déjà dit, récemment, les bourses ont très bien performé. Donc, gérer le portefeuille d'une façon, d'une analyse de la géopolitique, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il faut simplement suivre un peu la tendance du marché. Tout à fait. J'ai envie de dire, le mot d'ordre, c'est effectivement ne pas paniquer, accepter la volatilité. Je pense, Geert, tu confirmes, hein, ça fait partie du jeu et il ne faut surtout pas vendre dans la précipitation parce que presque chaque année, on connaît effectivement des périodes durant lesquelles les marchés sont moins bons. Oui, comme investisseur, et je dis toujours, il faut accepter la volatilité sur le court terme. On sait aussi sur le long terme, les actions vous rapportent le plus. Ici, c'est aussi le message de ce tableau que vous voyez maintenant. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Les barres représentent la performance annuelle d'un investissement dans les actions européennes. Les actions européennes sont représentées par l'indice MSCI Europe, donc l'indice de référence pour les investissements en actions européennes. Donc ici, on commence en 80, on termine à la fin de 2024, donc on a un historique de 45 ans. Et, première conclusion, 34 sur 45 ans, on a une performance positive avec les investissements en actions européennes. Donc, c'est presque 75%. Donc voilà, c'est une très bonne statistique pour faire des investissements en actions européennes. Donc voilà aussi la raison principale pourquoi il faut investir 40-60% du portefeuille en actions. Parce que sur le long terme, les actions vous rapportent le plus. Mais pour réaliser ce rendement sur le long terme, il faut évidemment accepter la volatilité sur le court terme. Parce qu'un deuxième point qui est très important, vous voyez aussi les points en rouge, ça représente la correction annuelle. Chaque année, pour les investissements en actions européennes, il y a toujours une période plutôt faible où les actions connaissent une correction d'en moyenne 15%. Pour nous, comme gestionnaire de votre portefeuille, il est très important de limiter les larges pertes dans votre portefeuille. Les moins 15, on ne sait pas éviter pour vous, mais les moins 30, les moins 40, là, voilà un objectif pour le comité d'investissement de vraiment limiter les pertes dans des périodes difficiles. Tout à fait. Alors si nous résumons ce que nous venons de voir, en tant qu'investisseur, il est important de mettre ses émotions de côté, de prendre ses décisions d'investissement de façon rationnelle, surtout ne pas paniquer, accepter la volatilité. Et nous avons vu concrètement les outils, les indicateurs que le comité d'investissement utilise dans la gestion des portefeuilles Key Private. Voilà, Geert, peux-tu nous faire un commentaire sur les rendements réalisés, donc rendements nets réalisés ces 5 dernières années? Voilà donc les performances ou les rendements nets réalisés par nos investissements. Et je pense qu'on peut dire que nous avons réalisé de belles performances les 5 dernières années pour nos clients, pour nos investisseurs. Évidemment, en 2020, c'était légèrement négatif, mais c'était aussi l'année du Corona. Et puis, oui, 2021, 2023, 2024, c'était des bonnes années pour les investissements en actions, mais aussi, par exemple, en matières premières. Et si on regarde, par exemple, 2022, une année négative, nos portefeuilles ont perdu en moyenne moins 10%, mais il faut bien comprendre qu'en 2022, la majorité des bourses ont perdu moins 15, moins 20%, mais aussi les obligations. Certains types d'obligations ont perdu de nouveau, moins 15, moins 20%. Donc, nous avons réussi dans notre objectif de vraiment limiter les pertes pour nos clients. Donc, en général, dans les dernières années, le comité d'investissement est quand même relativement heureux avec les performances réalisées pour nos clients.
Tout à fait. Ce que nous avons vu dans cette présentation, c'est qu'effectivement, il est très difficile de faire des prévisions sur l'évolution future des marchés et qu'il est indispensable de prendre un certain recul par rapport aux prévisions et aux informations communiquées. Nous avons également vu l'impact des émotions, le rôle des émotions dans la gestion d'un portefeuille. Il faut évidemment également prendre du recul par rapport au sentiment général du marché, ne pas paniquer, accepter la volatilité. Et puis également, nous avons vu qu'il existe des indicateurs, des outils qui permettent d'aider à la gestion de son portefeuille. Et donc nous avons vu notamment les outils que notre comité d'investissement utilise pour la gestion des portefeuilles Key Private. Merci beaucoup Geert pour toutes ces informations très instructives. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Au revoir.